Imaginez un matin, vous allumez les nouvelles, et on vous annonce que votre ville natale a été effacée de la carte. Non pas détruite, juste déclassée. C'est, en substance, ce qui s'est produit en 2006 lorsque le monde scientifique a décidé que Pluton n'était plus une planète. Pendant 76 longues années, nous avons vénéré 9 mondes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars et les 4 planètes gazeuses. Et tout au bout, notre petite, lointaine et mystérieuse Pluton. Mais un jour, la sentence est tombée. Les astronomes l'ont reléguée au rang de « planète naine », un titre qui ressemble à une punition cosmique, provoquant l'indignation de tous ceux qui avaient grandi avec l'idée d'un système solaire à 9 membres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si les autorités avaient sous-estimé Pluton, ils n'avaient pas vu venir la réplique. Le destin, avec une ironie mordante, a voulu que cette même année de son déclassement, la NASA envoie le plus beau des messages, la sonde New Horizons. Elle allait explorer de très près cet ancien membre de la famille planétaire. Ce que New Horizons a révélé n'était pas une simple boule de glace oubliée. C'était un monde d'une perplexité ahurissante et notre perception était fausse. Pluton est infiniment plus actif, plus belle et plus étrange que nous n'aurions pu l'imaginer. Elle ne peut être pas une « planète », selon leur définition arbitraire, mais c'est l'un des théâtres les plus vivants du cosmos lointain. Chapitre 1 – Le piège de la définition. Alors, comment Pluton est-elle passée de 9e planète à planète naine? On pourrait hurler au scandale, mais c'est l'histoire, souvent aride, de la définition scientifique. Une histoire de règles et de classification. Au XIXe siècle, l'astronomie était un Far West, un désordre cosmique. On découvrait une nouvelle lune, un gros caillou, et hop, une nouvelle planète. On se retrouvait vite avec une vingtaine de planètes répertoriées. La science, par pure nécessité, a dû faire le ménage et établir des règles strictes. L'histoire de Pluton commence officiellement en 1930 quand un astronome autodidacte, Clyde Tombaugh, construit ses propres télescopes. Il est chargé de traquer une hypothétique planète X, soupçonnée de perturber les orbites d'Uranus et de Neptune. Après 10 mois d'un travail acharné, à observer et comparer minutieusement, il trouve une faible lumière, un point minuscule qui se déplace lentement au-delà de Neptune. Selon les critères rudimentaires de l'époque, il avait trouvé sa planète. Premièrement, elle orbite le Soleil, donc ce n'est pas une lune. Deuxièmement, elle est le seul objet visible et brillant de sa région. Pluton remplissait ce cahier des charges minimales, mais c'est cette deuxième condition, l'isolement supposé, qui allait la trahir des décennies plus tard. Le coup de grâce vient de la NASA en 2006. La communauté astronomique exige un troisième critère drastique. La planète doit avoir assez de masse pour dominer son orbite. Elle doit agir comme le nettoyeur cosmique, ayant éjecté ou absorbé tous les objets de taille comparable autour d'elle. La planète est sans conteste, la reine absolue, de son domaine gravitationnel. Or, la réalité est tout autre, Pluton ne flotte pas seul dans un désert glacé. Elle est, en réalité, le plus grand objet connu d'un anneau de milliards de débris, la ceinture de Kuiper. C'est une poubelle cosmique massive, le reste de tout ce qui n'a pas été aspiré pour former les planètes. Composée principalement de petits corps glacés, qui sont des témoins intacts de la formation du système solaire. Pluton y est juste un des nombreux corps. Et même, elle est seulement le plus réfléchissant, renvoyant tellement de lumière qu'elle paraissait beaucoup plus grosse et seule qu'elle ne l'est réellement. L'orbite de Pluton est un caprice cosmique. Elle est si elliptique qu'elle passe parfois à l'intérieur de celle de Neptune. De plus, son plan est violemment incliné de 17 degrés par rapport au disque plat des autres planètes. Tous ces éléments en font d'elle une entité trop bizarre pour être qualifiée de « planète » au sens classique du terme, elle est donc officiellement requalifiée en planète naine car trop petite. Mais cette même bizarrerie est précisément ce qui la rend si captivante. Chapitre 2 – La mission. Afin de percer ce mystère lointain, il fallait une flèche cosmique, à savoir, la mission New Horizons. Il est fascinant de se dire que l'homme a lancé la sonde la plus rapide jamais construite la même année que le monde reniait Pluton. Le défi était bien sûr, l'immense distance et le long délai de communication.
Pour y arriver vite, la NASA a pris une sonde légère, 478 kg, et l'a attachée à la fusée la plus puissante, une Atlas V. Et New Horizons a filé à une vitesse record, dépassant la Lune en seulement 9 heures de vol. C'était 10 fois la vitesse des missions Apollo. Un an plus tard, une manœuvre de maître a eu lieu, la sonde a utilisé la gravité colossale de Jupiter comme une fronde. Cette assistance gravitationnelle lui a donné l'accélération nécessaire pour foncer à travers le système solaire pendant 8 longues années supplémentaires. En chemin, elle nous a offert des images sublimes, comme cette vision nette d'un volcan en éruption sur la Lune Jovian LO, testant ainsi ses instruments avant le grand rendez-vous. En 2015, à l'approche finale, 2 lumières apparaissent dans le noir, Pluton et Charon. Ces deux-là ne forment pas un couple classique, mais un véritable système binaire. Charon fait la moitié de la taille de Pluton et lui tourne autour à moins de 20 000 km. Rappelez-vous que notre Lune est presque à 400 000 km de la Terre, ce qui est énorme, mais insignifiant à l'échelle du système solaire. Cette proximité intime entre deux corps de taille similaire crée un verrouillage gravitationnel d'une intensité rare, une véritable connexion gravitationnelle. Le résultat est extraordinaire. Charon montre toujours la même face à Pluton et inversement. De plus, comme Charon est si grosse, le centre de masse entre les deux objets se trouve dans l'espace vide entre eux. Elles ne font pas qu'orbiter l'une autour de l'autre, elles dansent autour d'un point invisible. Un spectacle cosmique unique. Chapitre 3, les couleurs et l'azote liquide. Observer ce balai n'était que le prélude. Les premières photographies détaillées de la surface de Pluton ont anéanti nos attentes les plus folles. Ce n'était pas un monde gris ou monochrome, c'était une palette de couleurs stupéfiantes. Du rouge profond. Blanc éclatant. Bleu brumeux. Jaune sablé. La première chose qui frappe l'œil est l'immense région en forme de cœur, Tombeau Regio, nommée en l'honneur du découvreur. Son lobe occidental est une plaine lisse et glacée appelée Sputnik Planitia, d'une superficie équivalente à la taille du Texas. Le plus stupéfiant est l'absence presque totale de cratères d'impact. C'est la preuve irréfutable d'une surface géologiquement active qui efface rapidement ses cicatrices. Autour du bord du cœur, des motifs et des sillons indiquent le mouvement de glaciers actifs. Mais nous savons qu'à ces températures extrêmes, autour de moins 229 degrés Celsius, la glace d'eau serait aussi dure que du roc. Elle serait rigide, immobile et cassante. La déduction scientifique est alors incroyable. La surface de Pluton est principalement faite de glace d'azote. L'azote, le gaz majoritaire de notre propre atmosphère, est là-bas, figé en solide par le froid. En zoomant sur Sputnik Planitia, on distingue des formes polygonales géantes, aux origines encore débattues. Ces lignes sont les marques de la convection, de la chaleur qui remonte du cœur de Pluton. Cette chaleur fait fondre la glace d'azote qui, dans le vide spatial, ne peut exister à l'état liquide. Elle passe directement de solide à gaz par un processus appelé sublimation. Ce gaz s'élève créant une atmosphère fine et brumeuse au-dessus de Pluton. Elle est si peu dense, 1 million de fois plus faible que sur Terre, que l'atmosphère s'étend très loin dans l'espace. Or, n'oublions pas l'orbite elliptique de Pluton. Lorsqu'elle se rapproche du Soleil, le taux de sublimation pourrait faire gonfler son atmosphère jusqu'à un quart de celle de la Terre. Les images fournies par la sonde nous permettent de penser que cela pourrait être suffisant pour permettre à l'azote liquide de se former à la surface. À côté du cœur s'étend une immense tache rouge sang, la Cthulhu macula. Cette couleur est attribuée au tholin, des composés organiques complexes créés lorsque le rayonnement solaire frappe le méthane et le dioxyde de carbone atmosphérique. Ces molécules irradiées deviennent rouges, s'agglutinent et retombent, littéralement, comme de la neige radioactive sur Pluton, recouvrant les plaines. On peut en voir des traces partout, témoignant du flux constant de matière cosmique et atmosphérique. Chapitre 4, le feu sous la glace et la comparaison cosmique. Le mystère s'épaissit encore avec la découverte du cryovolcanisme.
Wright Mons, par exemple, est un volcan de glace de 5 km de haut. Il n'émet pas de lave en fusion, mais une boue visqueuse d'eau et de méthane. Le fait qu'il ne présente presque aucun cratère d'impact indique qu'il est encore actif, se rafraîchissant à l'échelle des temps géologiques. Mais d'où vient l'énergie pour ces impressionnants volcans si loin du Soleil, et dans un tel froid glacial? C'est le plus grand mystère de Pluton. Les données indiquent que le cœur de Pluton est encore chaud, suggérant l'existence d'un océan d'eau liquide souterrain, océan subsurface. Le paradoxe est total. Pluton est petite, et si loin du Soleil, qu'elle aurait dû se refroidir il y a longtemps. Pendant des décennies, nous pensions que ce type d'océan liquide ne pouvait exister que près des géantes gazeuses. Regardons par exemple Europe, la lune de Jupiter. Ou Encélade, la lune de Saturne. Ces mondes sont bombardés par la gravité intense de leur planète mère. Ces forces de marée énormes agissent comme une fournaise interne, pétrissant les lunes et générant la chaleur nécessaire pour maintenir un océan d'eau liquide sous des kilomètres de glace. Ces océans sont considérés comme les lieux les plus prometteurs pour trouver une forme de vie dans notre système solaire. Sur Encélade, la sonde Cassini a même capturé des panaches de vapeur d'eau s'échappant dans l'espace, prouvant non seulement la présence d'un océan, mais suggérant qu'il pourrait être en contact avec un fond marin rocheux, alimentant potentiellement des cheminées hydrothermales. Mais revenons à Pluton. Le fait que Pluton, seule et lointaine, loin de toute source de force de marée majeure, puisse maintenir un tel océan est une révolution pour l'astronomie. L'hypothèse serait l'énergie des collisions initiales, ou bien la force de marée résiduelle du système binaire avec Charon, qui a pu injecter et maintenir cette chaleur interne. Chapitre 5, l'héritage. Ce qui est remarquable, c'est que la forme de cœur elle-même est située directement à l'opposé de Charon sur la face de Pluton. Le rouge des tholins sur le pôle nord de Charon suggère que Charon capture la matière propulsée par les puissantes éruptions des cryovolcans de Pluton. Nous ne reverrons probablement plus Pluton de si près de notre vivant, la NASA est passée à d'autres cibles. Après avoir croisé Pluton, New Horizons poursuit son voyage. Elle file dans la ceinture de Kuiper, vers les abysses où d'autres mondes attendent d'être découverts. Planète ou non, Pluton nous a donné une leçon d'humilité. Ce monde qu'on avait jugé trop insignifiant pour mériter son titre s'est révélé être une merveille dynamique. Les générations futures se souviendront que l'année où nous avons renié Pluton fut aussi l'année où nous avons prouvé qu'elle était l'un des objets les plus extraordinaires de notre système solaire.